Cette histoire m'a été envoyée par Carlos, un abonné qui vit dans un petit village de Colombie. Il m'a écrit il y a quelques semaines pour me demander de partager son expérience, car il a besoin que quelqu'un d'autre sache ce qui s'est passé. Si vous avez également vécu quelque chose d'inexplicable et que vous souhaitez que je le raconte, laissez-le moi dans les commentaires ou envoyez-le moi directement. Eh bien, ce que Carlos a vécu a à voir avec quelque chose que sa grand-mère lui a averti depuis son enfance. Ne jamais accepter de cadeaux d'inconnus, surtout s'ils sont emballés dans un tissu rouge. Il pensait que c'était des superstitions de village, jusqu'à ce qu'une nuit, en travaillant comme livreur de nuit, il reçoive un colis qui changerait tout. Voici son histoire. Je m'appelle Carlos et j'ai 28 ans. Toute ma vie, j'ai été sceptique, de ceux qui ont besoin de voir pour croire. J'ai grandi dans un village de l'intérieur de la Colombie où tout le monde parle de sorcières, d'esprits et de malédictions. Mais j'ai toujours pensé que c'était des histoires pour effrayer les enfants. Ma grand-mère, que son âme repose en paix, me disait que j'étais trop têtu, qu'il y avait des choses qu'il valait mieux ne pas défier. J'aurais aimé l'écouter. Il y a 2 ans, je travaillais comme livreur de nuit pour une entreprise de messagerie. Le service de nuit payait mieux et j'aimais la tranquillité des routes vides. Je conduisais une vieille camionnette mais fiable et mon itinéraire couvrait plusieurs petits villages de la région. Je connaissais chaque virage, chaque intersection, chaque arbre sur le chemin. C'était en mars, je m'en souviens parfaitement. La saison des pluies commençait à peine et les nuits étaient humides, avec cette brume épaisse qui s'accroche à tout. Cette nuit-là en particulier, je devais faire une livraison à Pueblo Viejo, un hameau d'une 50aine de familles situé à 2 heures du village principal. La route était en terre et en pierre, pleine de trous que la pluie aggravait chaque jour. Je suis parti à 11 heures du soir avec 5 colis. 4 étaient des livraisons normales, des pièces de rechange, des documents, ce genre de choses. Le 5e colis m'avait été donné à la fin, presque au moment où je montais dans le camion. « Ça va aussi pour Pueblo Viejo », m'a dit Roberto, le superviseur de service. Il est arrivé cet après-midi, sans expéditeur, mais l'adresse est claire. J'ai pris le paquet sans trop réfléchir. Il était petit, comme une boîte à chaussures, mais lourd. Il était enveloppé dans un tissu rouge, attaché avec une corde noire. Il n'avait pas d'étiquette d'expédition, juste un papier collé avec du ruban adhésif où il était écrit « Pour la famille Marigno, Pueblo Viejo, maison à côté de la chapelle ». Quelque chose dans ce paquet m'a mis mal à l'aise. La texture du tissu était étrange, rugueuse mais aussi douce, comme si elle était humide alors qu'elle ne l'était pas. Et il avait une odeur étrange, sucrée mais désagréable, comme des fleurs pourries. « D'où cela vient-il » demandai-je à Roberto. « Une dame l'a laissé cet après-midi. Elle a payé en espèces, double tarif pour une livraison nocturne. Elle a dit que c'était urgent. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû le laisser là. Mais j'avais besoin d'argent et je n'allais pas refuser un travail à cause d'un mauvais pressentiment. J'ai chargé le tout dans la camionnette et je suis sorti sur la route. La nuit était plus sombre que d'habitude. Il y avait de la lune, mais le brouillard la transformait en une lueur diffuse qui éclairait à peine. Les phares de la camionnette découpaient l'obscurité comme des couteaux, révélant le chemin de terre qui s'étendait devant. La première heure s'est écoulée normalement. J'ai fait 3 livraisons en chemin, des maisons dispersées où les gens m'attendaient avec la lumière du porche allumée. Ils signaient, me remerciaient et je continuais. Routine. Après la 3e livraison, quand je suis remonté dans la camionnette, j'ai remarqué que le paquet enveloppé dans un tissu rouge avait bougé. Je l'avais laissé sur le siège passager, bien calé contre la porte. Maintenant, il était au milieu du siège, comme si quelqu'un l'avait déplacé. Je suis resté à le regarder pendant quelques secondes. Le tissu semblait briller légèrement sous la lumière intérieure de la cabine, bien que ce soit probablement mon imagination. L'odeur de fleurs pourries s'était intensifiée. « Tu es fatigué, me suis-je dit. Ce n'est qu'un paquet. » J'ai continué à conduire. La 4e livraison était une maison à mi-chemin de Pueblo Viejo. Un vieil homme m'a accueilli en pyjama, a signé le reçu sans dire un mot et a fermé la porte avant que je puisse lui dire au revoir. Cela m'a semblé étrange, mais les gens de la campagne ont tendance à être aussi réservés. Quand je suis retourné à la camionnette, le paquet était maintenant par terre, entre le siège du passager et le tableau de bord. Il n'y avait aucune chance qu'il soit tombé tout seul. La camionnette était sur un terrain plat et j'avais conduit prudemment. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos. J'ai pris le paquet avec précaution, m'attendant presque à ce qu'il soit chaud ou qu'il vibre, mais il se sentait normal, lourd, froid, inerte. Je l'ai placé à l'arrière de la cabine, entre des boîtes vides, et j'ai fermé la séparation en verre qui séparait la cabine de la cargaison. « Nous y sommes presque »,
murmurai-je sans vraiment savoir à qui je parlais. La route devenait plus étroite. Les arbres se fermaient de chaque côté, leurs branches formant un tunnel naturel au-dessus de la route. La brume était si épaisse que je pouvais à peine voir au-delà de 10 mètres. Je réduisis ma vitesse à 30 km/h. C'est alors que j'entendis le bruit. Au début, je pensais que c'était le moteur, un bruit mécanique. Mais non. Cela venait de derrière, de l'arrière de la cabine. Un grattement lent, délibéré, comme des ongles traînant sur du bois. Je m'arrêtai au milieu de la route. Mon cœur battait fort. J'éteignis la radio qui avait joué en fond toute la nuit. Silence. Seulement le murmure du moteur et ma respiration. Puis je l'entendis à nouveau. Grattement, grattement, grattement. Lent, méthodique. Je regardais dans le rétroviseur vers l'arrière de la cabine. La séparation en verre était embuée de l'intérieur, ce qui était impossible car il n'y avait pas d'humidité dans cette section fermée. J'ai pris la lampe de la boîte à gants et je suis sorti de la camionnette. L'air nocturne était glacial et la brume m'enveloppa immédiatement. Je marchai vers l'arrière de la cabine, éclairant avec la lampe. Le paquet était toujours là où je l'avais laissé, entre les boîtes vides. Mais le tissu rouge était maintenant partiellement délié. La ficelle noire pendait lâchement sur un côté. Je ne l'avais pas délié moi-même. J'en étais sûr. Avec des mains tremblantes, je remis la ficelle, la serrant fort. Le tissu était froid, plus froid que d'habitude, et l'odeur de fleurs pourries était si intense que je dus retenir un haut-le-cœur. Je remontai dans la camionnette et j'accélérai. Pueblo Viejo n'était qu'à 20 minutes. Je livrerais ce maudit paquet et je partirais. Mais la route semblait s'être allongée. Je conduisis pendant ce qui me sembla être 1 heure sans voir les premières maisons du village. Les arbres sur les côtés étaient tous identiques, la brume tout aussi épaisse, les virages identiques. C'était comme si je tournais en rond. La griffure est revenue, plus forte cette fois. Et puis j'ai entendu autre chose, un murmure. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais c'était une voix, douce, féminine, chantante. Elle venait définitivement de l'arrière. J'ai appuyé à fond sur le frein. Le camion a glissé un peu avant de s'arrêter. Je suis resté assis, agrippant le volant, essayant de contrôler la panique qui commençait à m'envahir. Le murmure a continué. Maintenant, je pouvais comprendre quelques mots. Carlos, Carlos, nous t'attendions. Personne ne connaissait mon nom. Le paquet n'avait pas d'expéditeur, juste un destinataire. Comment cette voix connaissait-elle mon nom ? Je me suis forcé à tourner et à regarder en arrière. À travers la vitre embuée, j'ai pu voir le paquet. Il était maintenant complètement délié. Le tissu rouge était ouvert comme les pétales d'une fleur fanée. Mais je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait une obscurité au centre du paquet, plus noire que la nuit environnante, qui semblait absorber la lumière de la lampe de poche. Et de cette obscurité sortaient des doigts, de longs doigts, pâles, avec des ongles noirs qui griffaient l'air. Ils émergeaient lentement de la boîte comme s'ils testaient l'espace, tâtonnant. J'ai crié. Je n'ai pas honte de l'admettre. J'ai crié et sauté hors de la camionnette, courant vers l'obscurité de la route sans réfléchir. Derrière moi, j'ai entendu un bruit de verre brisé. La séparation entre la cabine et la cargaison. J'ai couru sans regarder en arrière. Mes poumons brûlaient, mes jambes étaient lourdes. La brume m'enveloppait, rendant tout irréel comme si je courais à l'intérieur d'un nuage. Je ne savais pas où j'allais, je savais juste que je devais m'éloigner. Puis j'ai vu une lumière devant, une lumière jaunâtre, clignotante, une bougie dans une fenêtre. C'était une petite maison, en torchise et en tuiles, avec un porche en bois. J'ai couru vers elle et j'ai frappé à la porte avec désespoir. « Veuillez, aidez-moi, s'il vous plaît !» La porte s'est ouverte et une vieille femme est apparue. Elle avait les cheveux blancs relevés en chignon et portait une robe sombre. Ses yeux me regardaient avec un mélange de compassion et de connaissance. « Entre vite !» me dit-elle en s'écartant. J'entrai en trébuchant et elle ferma la porte derrière moi en tirant un verrou en bois. « Que t'est-il arrivé, garçon ?» demanda-t-elle. Entre des halètements, je lui racontais. Le paquet, le tissu rouge, les doigts. Tout semblait ridicule en le disant à voix haute, mais elle ne rit pas. Elle ne parut pas surprise. Elle hocha simplement la tête gravement. « Ce paquet était pour la famille Marigno ?» demanda-t-elle. « Oui. Comment le savez-vous ?»« Parce que je suis Soledad Marigno. Et ce paquet n'était pas pour moi.
C'était pour quelque chose qui se trouve chez moi. Je restais figé. La vieille femme se dirigea vers une table où plusieurs bougies étaient allumées. Elle en prit une et la rapprocha de mon visage. M'étudiant. Il y a 30 ans, commença-t-elle à dire. Ma sœur a fait quelque chose d'impardonnable. Elle est tombée amoureuse d'un homme marié, et quand il l'a rejetée, elle a cherché de l'aide obscure. Elle est allée voir une sorcière des montagnes, une de celles que tu ne devrais pas chercher même dans tes pires moments. Elle lui a payé pour qu'elle lui fasse un travail, un lien. Mais les liens ont des conséquences. Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec moi, dis-je, encore tremblant. L'homme est mort 3 jours plus tard, et ma sœur aussi. Mais avant de mourir, la sorcière lui a dit qu'elle avait lié quelque chose de plus que de l'amour. Elle avait lié une dette, et cette dette serait payée un jour. Soledad s'assit sur une chaise en bois, regardant les bougies. Tous les quelques années, la sorcière envoie un rappel, un paquet enveloppé dans un tissu rouge. À l'intérieur se trouve une partie de ce que ma sœur a déchaîné. Si ce paquet arrive dans cette maison, s'il franchit le seuil, tout ce qu'il y a à l'intérieur sera libéré ici. C'est pourquoi j'ai engagé quelqu'un pour le ramener la nuit, quand je ne serai pas ici. Je prévoyais de l'intercepter en chemin. Vous dites que je transportais quelque chose de vivant ? Quelque chose de pire que vivant, garçon. Quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Un coup retentit à la porte. Fort, solide, comme si un poing de pierre l'avait frappé. Nous avons tous les deux sursauté. « Vous ne pouvez pas entrer », murmura Soledad. « Cette maison est protégée, mais votre camionnette… » Un autre coup. La porte trembla sur ses gonds. « Que veut-il » demandai-je. « Compléter la livraison. Il a été envoyé avec un but et ne se reposera pas tant qu'il ne l'aura pas accompli. » Les coups continuèrent, chacun plus fort que le précédent. Soledad se leva et se dirigea vers un coffre dans le coin de la pièce. Elle sortit un flacon en verre rempli d'un liquide sombre et un petit sac en tissu. « Ceci est de l'eau bénite mélangée avec du sel de mer et de la cendre de bois sain, dit-elle, en me montrant le flacon. Et ça, montra le petit sac, ce sont des herbes de protection. Si tu veux sortir d'ici vivant, tu vas devoir être courageux. Que dois-je faire ? Cette chose dehors ne peut être arrêtée que si le paquet est complètement détruit. Il faut le brûler, mais pas avec un feu ordinaire. Ça doit être avec un feu béni. Elle m'a remis le flacon et le petit sachet. Les coups à la porte s'étaient arrêtés, remplacés par un grattement constant. Le même grattement que j'avais entendu dans la camionnette. J'ai du feu béni, continua Soledad, se dirigeant vers un coin où se trouvait un petit autel avec une épaisse bougie en cire blanche. Cette bougie est allumée depuis 30 ans, alimentée par des prières. Elle ne s'est jamais éteinte. Nous pouvons l'utiliser, mais tu devras l'apporter au paquet. Pourquoi moi ? Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire ? Parce que je suis de la famille. Si je détruis le paquet, la malédiction se transférera à moi. Mais tu es étranger, un messager innocent. Tu peux briser le cycle. Je ne savais pas si je devais la croire. Tout semblait sorti d'un cauchemar. Mais les grattements à la porte étaient réels. La peur dans mes entrailles était réelle. Et si ça ne fonctionne pas ? Demandai-je. Alors cette chose trouvera un moyen d'entrer, accomplira sa tâche et nous tuera probablement tous les deux. J'ai pris une profonde respiration. D'accord, je le ferai. Soledad prit la bougie de l'autel avec révérence. La flamme dansait mais ne s'éteignait pas, même quand elle l'a déplacée. Elle me l'a remise avec un candélabre en fer. Quand tu sortiras, asperge l'eau bénite en cercle autour de toi. Les herbes, mets-les sur le paquet avant de l'enflammer. Et prie. Peu importe ce que tu vois, ce que tu entends, continue d'avancer. Les griffures s'étaient arrêtées. Le silence était presque pire. Soledad s'est dirigée vers la porte et a placé sa main sur le verrou. Elle m'a regardé, attendant que je sois prêt. J'ai hoché la tête. Elle a ouvert la porte. Il n'y avait rien dehors. La brume s'était épaissie au point de ressembler à un mur blanc. Je ne pouvais pas voir au-delà du porche. Je suis sorti lentement, tenant la bougie d'une main et le flacon de l'autre. Le petit sachet d'herbe, je l'avais gardé dans la poche de ma chemise. Mes pieds touchèrent le sol du chemin et je saupoudrai l'eau bénite en cercle autour de moi, comme Soledad me l'avait indiqué. Le liquide brilla légèrement au contact du sol, formant un anneau parfait. La brume commença à se mouvoir, non pas avec le vent, mais avec intention. Elle tourbillonnait en formant des figures, des ombres qui n'avaient pas de forme définie mais qui m'observaient. Je pouvais sentir leurs yeux. Je marchais vers l'endroit où je me souvenais avoir laissé la camionnette. Chaque pas était un effort.
L'air était devenu dense, comme si je marchais sous l'eau. La bougie restait allumée, sa flamme constante et forte. Alors je l'ai vue. La camionnette était exactement là où je l'avais laissée, mais maintenant elle était entourée de corbeaux. Des dizaines d'entre eux, tous noirs, tous immobiles, tous me regardant. La porte arrière de la cabine était ouverte. Le paquet était étendu sur le sol, le tissu rouge complètement déployé, et d'une boîte émergeait une figure. Je ne peux pas décrire exactement ce que c'était. Elle avait la forme approximative d'une femme, mais elle était toute tordue, comme si ses os étaient à briser à des angles impossibles. Sa peau était de la couleur de la cendre, et ses yeux étaient à des orbites vides qui brillaient d'une lueur verdâtre. Sa bouche s'ouvrait trop, montrant des dents pointues. Les cheveux lui pendaient en mèches grasses et de ses doigts, ses longs doigts, aux ongles noirs qu'elle avait vus auparavant, goûtaient quelque chose de sombre. Elle me vit. Elle inclina la tête dans un geste presque curieux. Et elle sourit. « Carlos », murmura-t-elle avec la même voix chantante qu'elle avait entendue auparavant. « Complète la livraison. »« Non », dis-je, et ma voix sonna plus ferme que ce que je ressentais. La chose commença à se traîner vers moi. Elle se déplaçait de manière antinaturelle, ses membres se pliant dans des directions qui ne devraient pas être possibles. Les corbeaux s'envolèrent tous en même temps, croassant. Je sortis le sachet d'herbe de ma poche et courus vers le paquet, esquivant la créature. Elle tourna, essayant de m'attraper, mais j'étais plus rapide. Je lançai les herbes sur le tissu rouge et le cordon noir. Les herbes commencèrent à fumer immédiatement, bien que je ne les eusse pas encore touchées avec le feu. La créature hurla, un son qui me perça les oreilles et me fit tomber à genoux. « Tu ne peux pas !» cria-t-elle. « La dette doit être payée !» Il approcha la bougie des herbes fumantes. La flamme s'étendit instantanément, beaucoup plus vite que la normale. Le feu était blanc, pur, éblouissant. Il couvrit le tissu rouge, la ficelle, la boîte. La créature cria à nouveau, mais cette fois c'était un cri d'agonie. Elle commença à se désintégrer, sa forme devenant de la fumée noire que le feu blanc consumait. Elle se tordait, essayait de s'éloigner, mais le feu la poursuivait. « Maudit, soyez-vous » furent ses derniers mots avant de se dissoudre complètement dans l'air. Le feu continua de brûler jusqu'à ce qu'il ne reste rien du paquet. Ni cendre, ni débris. Juste de la terre propre, là où le tissu rouge avait été. La brume commença à se dissiper. Je pouvais voir les étoiles à nouveau. La nuit semblait normale, tranquille. Les sons de la forêt revinrent, grillons, grenouilles, le murmure du vent. Je suis resté à genoux sur le sol pendant ce qui m'a semblé des heures, bien que ce n'était probablement que des minutes. La bougie dans mes mains était toujours allumée, sa flamme maintenant petite et normale. Soledad est apparue à mes côtés. Je ne l'avais pas entendu s'approcher. « Tu as bien fait, garçon », dit-elle doucement. « Très bien. C'est fini ?» demandai-je. « Cette partie, oui. La dette est réglée. Ma sœur peut se reposer maintenant. » Elle m'a aidé à me lever. Mes jambes me soutenaient à peine. « Ton camion est en bon état, dit-elle en montrant. Tu peux partir quand tu es prêt. » J'ai vérifié le camion. Le verre de la séparation était cassé comme je m'en souvenais, mais à part ça, tout était intact. Même le moteur a démarré du premier coup. Avant de partir, je rendis la bougie à Soledad. « Garde-la, me dit-elle. Elle est à toi maintenant. Tu l'as gagnée. Je ne sais pas si je veux me souvenir de cette nuit. Les souvenirs ne se choisissent pas, Carlos, mais cette bougie te protégera si jamais tu en as de nouveau besoin. » J'acceptai la bougie et la mis soigneusement dans la boîte à gants. Je remerciai Soledad et conduisis de retour. Le reste de la nuit s'est déroulé sans incident. La route semblait normale, reconnaissable. J'ai atteint le village principal lorsque le soleil commençait à se lever, baignant tout dans une lumière dorée. J'ai démissionné de l'entreprise de messagerie cette même semaine. Je leur ai dit que j'avais trouvé un autre travail, mais la vérité est que je ne pouvais pas retourner dans cette camionnette sur ces routes nocturnes. Maintenant, je travaille dans un bureau, en journée, entouré de gens. Et la bougie que Soledad m'a donnée est chez moi, à un endroit spécial. Parfois, je l'allume le soir, juste pour me rappeler qu'il y a des choses dans ce monde que nous ne comprenons pas, des choses qu'il vaut mieux ne pas défier. Ma grand-mère avait raison. Il y a des forces qu'il ne faut pas invoquer, des dettes qu'il ne faut pas contracter. Et parfois, un simple paquet enveloppé dans un tissu rouge peut contenir plus d'obscurité que quiconque n'est prêt à affronter. De temps en temps, quand je conduis la nuit pour une raison inévitable, je regarde dans le rétroviseur. Jusqu'à présent, je n'ai jamais revu quoi que ce soit d'étrange.
mais j'emporte toujours la bougie avec moi, juste au cas où. Parce que j'ai appris que certaines livraisons ne devraient jamais être complétées. Et ainsi se termine l'histoire que Carlos m'a partagée. D'après ce qu'il m'a dit, il travaille toujours dans ce bureau et évite les quarts de nuit à tout prix. La bougie est toujours chez lui, allumée chaque nuit. Si jamais tu as rencontré quelque chose de similaire, ou si tu as eu ta propre expérience avec des colis mystérieux ou des malédictions familiales, j'aimerais connaître ton histoire. Laisse-la dans les commentaires ou envoie-la moi directement. Parfois, partager ces expériences aide à les traiter. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et si cette histoire t'a plu, envisage de t'abonner pour d'autres récits comme celui-ci chaque semaine. Prends soin de toi lors de tes voyages nocturnes. On se reparle bientôt. J'ai reçu ce témoignage d'une abonnée nommée Valeria qui vit à Medellín, en Colombie. Ce qu'elle m'a raconté sur les premiers mois de vie de sa fille m'a profondément troublé, car cela ressemble exactement à quelque chose qui pourrait arriver à n'importe quelle jeune famille. Si vous êtes père ou mère et que vous avez remarqué des choses étranges sur le moniteur de votre bébé, des choses qui ne peuvent pas s'expliquer facilement, laissez un commentaire. Avant de commencer, si ces histoires vous captivent et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Voici maintenant l'histoire de Valeria et ce qu'elle a découvert en visitant la chambre de sa fille chaque nuit. Je m'appelle Valeria, j'ai 31 ans et je dois raconter cela parce que je le garde depuis 2 ans et je sens que cela me consume de l'intérieur. Mon mari Andrés et moi n'en parlons pas. Nous faisons simplement semblant que cela n'est jamais arrivé, mais ça a eu lieu. Et si je ne le raconte pas, je pense que je vais devenir folle. Tout a commencé en mars 2022. Notre fille Emma venait de naître. C'était notre premier bébé et comme tout parent débutant, nous avions peur de faire une erreur. Nous avons lu tous les livres, pris tous les cours, acheté tout ce que l'on disait nécessaire. Une de ces choses était un moniteur pour bébé de dernière génération. Ce n'était pas un de ces anciens moniteurs qui ne transmettent que le son. Celui-ci avait une caméra haute définition, vision nocturne, capteur de température, détecteur de mouvement, et vous pouviez le voir depuis votre téléphone via une application. Il a coûté près d'1 million de pesos, mais nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour Emma. Nous avons installé la caméra dans le coin de sa chambre, pointant directement vers son berceau. L'image était cristalline, même dans l'obscurité totale. On pouvait voir chaque détail, son petit visage, ses petites mains, et même compter ses respirations. Les premières semaines ont été épuisantes, comme c'est le cas pour tout nouveau parent. Emma pleurait toutes les 2 ou 3 heures. Elle avait besoin d'être nourrie, changée, consolée. Andrés et moi prenions le relais. Il travaillait pendant la journée, donc je m'occupais principalement des nuits. Je vérifiais constamment le moniteur, même quand elle dormait, juste pour m'assurer qu'elle allait bien, qu'elle respirait, qu'elle était en sécurité. Mais vers la 3e semaine, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. L'application du moniteur avait une fonction d'enregistrement. Elle enregistrait des clips vidéo chaque fois qu'elle détectait du mouvement ou du son. Je regardais ces clips chaque matin, juste pour voir comment Emma avait dormi pendant les périodes où moi aussi je dormais. Une matinée, en revoyant les clips de la veille, j'ai vu quelque chose qui m'a fait arrêter. Il était 3h17 du matin. Emma dormait dans son berceau. Tout était normal, mais dans le coin de la vidéo, près de la porte de la chambre, il y avait une ombre. Ce n'était pas une ombre normale causée par la lumière nocturne ou par des objets dans la pièce. C'était une ombre avec une forme. La forme d'une personne debout. J'ai mis la vidéo en pause et agrandi l'image. La qualité est un peu pixelisée, mais cela ressemblait définitivement à la silhouette de quelqu'un. Grand, mince, debout, complètement immobile, près de la porte. Ma première pensée a été qu'il s'agissait d'Andrés. Peut-être était-il entré pour vérifier Emma et je ne l'avais pas entendu. « Amour, tu es entré dans la chambre d'Emma hier soir vers 3h ?» lui ai-je demandé pendant le petit déjeuner. « Non, j'ai dormi toute la nuit. C'était l'une des rares nuits où Emma n'a pas pleuré. » Pourquoi ? Je pense que le moniteur a capté quelque chose d'étrange. Probablement juste une ombre étrange ou un reflet. Andrés a vérifié la vidéo. « C'est rare, admis.
Mais c'est probablement simplement la façon dont la lumière nocturne projette des ombres. Ou peut-être que le capteur de la caméra a mal capté quelque chose. Ces caméras ont parfois des défauts. Cela avait du sens. J'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Mais l'ombre est réapparue la nuit suivante. Même endroit, même heure. 3h17 du matin. Et la nuit d'après, et celle d'encore après. Chaque nuit, à exactement 3h17 du matin, l'ombre apparaissait dans le coin de la vidéo. Toujours au même endroit. Toujours avec la même forme. Toujours complètement immobile. Emma ne semblait jamais perturbée par cela. Elle dormait paisiblement. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Elle dormait simplement pendant que cette ombre était là. Après une semaine à voir cela toutes les nuits, j'ai montré à Andrés tous les clips. Regarde, ce n'est pas juste une nuit, c'est toutes les nuits, exactement à la même heure. Comment expliques-tu cela? Andrés fronça les sourcils. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la pièce qui bouge avec l'air du ventilateur à cette heure-là. Ou peut-être que c'est un défaut du logiciel qui insère la même anomalie à la même heure. Nous devrions contacter le fabricant. Mais je savais que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose de différent dans cette ombre. La façon dont elle apparaissait si parfaitement formée. La façon dont elle semblait regarder directement le berceau. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester éveillé et de surveiller le moniteur en temps réel. Je voulais voir si l'ombre apparaissait quand je regardais activement, pas seulement dans les enregistrements. Je me suis assise sur mon lit, le téléphone à la main, regardant la transmission en direct du moniteur. Andrés dormait à mes côtés. Il était 3h du matin, 3h10. Emma dormait paisiblement. La chambre était vide à l'exception d'elle. 3h15. Tout était pareil. J'ai commencé à penser que peut-être Andrés avait raison. Peut-être que c'était juste un problème de logiciel qui n'affectait que les enregistrements. 3h17. L'ombre est apparue. Pas progressivement. Elle ne s'est pas formée lentement. Elle était simplement là soudainement. Une seconde, le coin était vide. La suivante, une silhouette sombre se tenait là. Mon cœur a commencé à battre sauvagement. J'ai regardé l'écran avec de grands yeux. La silhouette ne bougeait pas. Elle était juste là, debout, comme une statue sombre. Et alors, elle a fait quelque chose qui a glacé mon sang. La silhouette a tourné sa tête, lentement, et a regardé directement la caméra. Elle n'avait pas de visage. Elle n'avait pas de traits. C'était juste une silhouette sombre. Mais d'une manière impossible à expliquer, j'ai su qu'elle me regardait, à travers la caméra, à travers le téléphone, directement vers moi. J'ai poussé un cri étouffé et j'ai laissé tomber le téléphone. Andrés s'est réveillé immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ombre, je l'ai vue. Elle regardait. Je ne pouvais pas former de phrase cohérente. Andrés a saisi mon téléphone par terre. L'écran affichait le moniteur. Le coin était vide. L'ombre était partie. Emma dormait toujours. Valeria, il n'y a rien là-bas. J'étais là. Je l'ai vue. Elle m'a regardé. Tu es épuisé. Tu n'as pas bien dormi depuis des semaines. Ton esprit te joue des tours. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je tellement épuisé que je hallucinais. Mais ce que j'ai vu semblait si réel, si terriblement réel. Le lendemain matin, j'ai vérifié l'enregistrement de cette nuit-là. L'ombre apparaissait à 3h17, comme toujours. Mais sur l'enregistrement, elle ne tournait pas la tête. Elle était simplement là, immobile, pendant environ 2 minutes avant de disparaître. Avais-je imaginé qu'elle m'avait regardé? Ou l'enregistrement n'a-t-il pas capturé ce moment? Je ne le savais pas. Mais j'ai décidé de faire quelque chose. Cette nuit-là, à 3h15 du matin, je suis entré physiquement dans la chambre d'Emma. S'il y avait quelque chose là-bas, je le verrais de mes propres yeux. Je me suis tenu près du berceau, regardant Emma dormir. Mon téléphone était dans ma main, affichant la transmission en direct du moniteur. Je pouvais me voir moi-même à l'écran, debout à côté du berceau. 3h17 du matin. J'ai ressenti un changement dans la pièce. La température a chuté, pas progressivement mais soudainement, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver. Je pouvais voir mon souffle, et alors je l'ai senti. Une présence, juste derrière moi. Chaque instinct me criait de ne pas regarder, de sortir en courant de la pièce. Mais je devais savoir. Je devais voir. Je me suis tourné lentement. Il n'y avait personne là.
La pièce était vide, juste moi et Emma. Mais j'ai regardé mon téléphone, la diffusion en direct du moniteur. Sur l'écran, il y avait quelqu'un debout derrière moi. Une silhouette haute, sombre, sans trait défini, debout à moins d'1 mètre de mon dos, si près que je devrais pouvoir sentir sa respiration. Mais quand je regardais la pièce réelle de mes propres yeux, il n'y avait rien. Elle n'existait que dans la caméra. Je suis sorti de la pièce en marchant en arrière, sans détourner le regard de l'espace vide derrière moi. Quand j'ai franchi le seuil de la porte, la température est instantanément revenue à la normale. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, tremblant. J'ai regardé mon téléphone. Sur l'écran du moniteur, la silhouette était toujours dans la chambre d'Emma. Elle était maintenant debout, juste à côté du berceau, regardant mon bébé endormi en bas. J'ai brusquement ouvert la porte et allumé la lumière de la pièce. Emma se réveilla immédiatement, clignant des yeux à cause de la lumière soudaine. Elle commence à pleurer, mais la pièce était vide. Quand j'ai regardé le moniteur, la silhouette avait disparu. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Le lendemain matin, j'ai appelé un prêtre. Le père Miguel est venu à la maison cet après-midi-là. C'était un homme âgé, d'environ 60 ans, qui avait été prêtre dans notre paroisse pendant des décennies. Je lui ai tout raconté. J'espérais qu'il penserait que j'étais folle, mais il ne l'a pas fait. « Tu n'es pas la première personne à me raconter quelque chose comme ça, » dit-il sérieusement. Les moniteurs pour bébés modernes, les caméras de sécurité, captent parfois des choses qui existent sur des fréquences que nos yeux ne peuvent pas voir normalement, mais que les caméras peuvent. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Essaye-t-elle de faire du mal à mon bébé? Je ne suis pas sûr, mais je vais bénir ta maison, en particulier la chambre de ta fille, et je vais te donner quelque chose. Il m'a remis un petit chapelet. Accroche ceci au berceau d'Emma, et prie, tous les jours, pour la protection. Le père Miguel bénit toute la maison, en prêtant une attention particulière à la chambre d'Emma. Il aspergea de l'eau bénite dans chaque coin, récita des prières en latin, et plaça une petite médaille de Saint-Michel au-dessus du berceau. Maintenant, il y a autre chose que tu dois faire, dit-il. Cette caméra, tu dois la déplacer. La déplacer? Pourquoi? Parce que je pense qu'elle ne capte pas quelque chose qui est là. Je crois qu'elle sert de portail, comme une fenêtre, permettant à quelque chose de regarder à l'intérieur. Et plus tu regardes, plus la connexion devient forte. Mais j'ai besoin du moniteur. Comment saurais-je si Emma va bien? Utilise uniquement l'audio, ou procure-toi un autre moniteur, plus simple. Mais cette caméra spécifique, à cet endroit précis, crée une porte, et quelque chose l'utilise. Je ne voulais pas le croire. Cela semblait trop absurde, trop surnaturel. Mais cette nuit-là, j'ai suivi son conseil. J'ai débranché le moniteur avec la caméra et je l'ai rangé dans un placard. J'ai acheté un moniteur audio simple dans une pharmacie voisine. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans voir d'ombre sur aucun écran. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, je nettoyais et j'ai décidé de vérifier le moniteur débranché que j'avais rangé. Je voulais voir si je pouvais peut-être le vendre ou le rendre. Je l'ai sorti du placard et, par curiosité, je l'ai branché. L'application sur mon téléphone s'est connectée automatiquement. La caméra était toujours à l'endroit où je l'avais laissée, pointant vers le coin du placard. Elle ne montrait que des vêtements suspendus et des boîtes. Mais l'application indiquait qu'il y avait de nouvelles enregistrements. Des 3 dernières nuits, même étant débranché. Les mains tremblantes, j'ai ouvert les enregistrements. Chacun montrait la même chose, une obscurité totale, comme si la caméra était dans un endroit complètement noir. Mais on pouvait entendre du son, une respiration lourde, et de temps en temps, une voix, murmurant si bas qu'on pouvait à peine l'entendre. J'ai augmenté le volume autant que possible, et j'ai approché mon oreille du téléphone. La voix chuchotait « Laisse-moi revenir, laisse-moi revenir, j'en ai besoin, laisse-moi revenir. » Encore et encore. Pendant des heures, à chaque enregistrement. J'ai crié et lancé le moniteur contre le mur. Il s'est brisé en morceaux. J'ai pris chaque fragment, les ai mis dans un sac poubelle et les ai jetés dans une benne à ordures publique à 3 pâtés de maison de chez moi. Je n'ai jamais parlé à Andrés de ces enregistrements finaux. Je lui ai simplement dit que le moniteur était endommagé et qu'il ne valait pas la peine de le réparer. Cela fait 2 ans depuis. Emma a maintenant 2 ans et 3 mois. C'est une fille saine, heureuse, normale.
Elle n'utilise jamais sa chambre d'origine. Depuis qu'elle a 4 mois, elle dort dans une pièce différente que nous avons aménagée pour elle. Sa chambre d'origine est fermée. Nous n'y entrons jamais. Officiellement, nous avons dit à la famille que nous l'utilisons comme stockage. Mais en réalité, nous ne pouvons tout simplement pas. Parce qu'encore maintenant, parfois, lorsque je passe devant cette porte fermée tard dans la nuit, je peux entendre quelque chose de l'autre côté. Respiration, douce, lourde, comme quelqu'un attendant patiemment. Et lors des nuits les plus silencieuses, lorsqu'Emma dort profondément dans sa nouvelle chambre et qu'Andrés dort aussi, je jure que je peux entendre cette voix chuchotant derrière la porte fermée. « Laisse-moi revenir, j'en ai besoin. Laisse-moi revenir. » Je n'utiliserai plus jamais de moniteur avec caméra. Je n'ouvrirai plus jamais cette porte. Et quand Emma sera assez grande, nous déménagerons de cette maison. Parce que j'ai appris quelque chose d'effrayant. Il y a des choses qui existent dans les espaces entre le visible et l'invisible. Et parfois, la technologie que nous créons pour nous sentir plus en sécurité est exactement ce qui leur donne une façon d'entrer. Le père Miguel avait raison. La caméra ne captait pas quelque chose qui était déjà là. Elle invitait quelque chose à entrer. Et une fois que vous donnez une invitation, une fois que vous ouvrez cette porte, même d'une petite fissure, il est presque impossible de la refermer complètement. La seule chose que vous pouvez faire est de vous éloigner. Fermez cette pièce, tenir votre famille à distance et prier pour que ce que vous avez laissé piéger là-bas ne trouve pas d'autre moyen de sortir. Voici le témoignage de Valeria. Elle m'a dit qu'écrire cela l'a un peu aidée, même si elle vit toujours avec la peur qu'un jour, ils devront faire face à ce qu'ils ont laissé enfermé dans cette pièce. Si vous avez déjà remarqué des choses étranges sur des moniteurs pour bébés, des caméras de sécurité ou tout autre dispositif qui vous permet de voir des espaces à distance, laissez-le dans les commentaires. Parfois, la technologie capte plus que ce que nous voulons voir. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous et à la prochaine histoire. Reposez-vous bien. Cette histoire m'a été partagée par Daniela, une abonnée de la chaîne qui vit en Uruguay. Ce qu'elle a vécu en emménageant dans une vieille maison à Montevideo l'a profondément marquée. Si vous avez également vécu des phénomènes paranormaux chez vous, en particulier liés à des enfants fantômes, faites-le moi savoir dans les commentaires. Parfois, partager ces expériences aide à traiter ce qui a été vécu. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce que Daniela a découvert en vivant dans cette maison et pourquoi elle n'est jamais descendue au sous-sol la nuit après la première fois. Je m'appelle Daniela Acosta, j'ai 34 ans et il y a 3 ans j'ai fait l'erreur d'acheter une maison sans d'abord enquêter sur son histoire. C'était une belle maison, c'est sûr. Une construction du début du XXe siècle dans le quartier de la Aguada à Montevideo, avec des plafonds hauts, des planchers en bois d'origine et ce charme architectural qui ne se trouve plus dans les constructions modernes. Le prix était incroyablement bas pour la taille et l'emplacement, ce qui aurait dû me mettre en garde. Mais j'étais désespéré de trouver un endroit à moi après des années de location. Alors quand l'agence immobilière m'a montré la maison et a confirmé que le prix était correct, j'ai signé les papiers presque immédiatement. La maison avait 3 étages. Le rez-de-chaussée avec un salon, une salle à manger et une cuisine. Le premier étage avec 3 chambres et une salle de bain. Et le sous-sol. Le sous-sol était l'endroit où je devais installer mon studio de design graphique, puisque je travaillais depuis chez moi. C'était un espace vaste, avec des murs en briques apparentes et de petites fenêtres près du plafond qui laissaient entrer un peu de lumière naturelle. J'ai emménagé en mars 2021, juste au moment où l'automne commençait à s'installer à Montevideo. Les premiers jours étaient normaux, voire excitants. J'ai déballé mes affaires, organisé les meubles, peint quelques murs. La maison avait besoin de travaux, mais elle avait une bonne structure, comme on dit. C'est lors de ma 5e nuit dans la maison que j'ai entendu le premier bruit étrange. Il était environ 2 heures du matin. J'étais resté éveillé tard à travailler sur un projet avec une date limite. J'étais dans ma chambre au premier étage quand j'ai entendu quelque chose venant d'en bas. Ce n'était pas un bruit fort, mais doux, presque imperceptible. On aurait dit de petits pas légers marchant sur le parquet du rez-de-chaussée. Ma première pensée a été qu'il y avait un intrus. J'ai pris mon téléphone, prêt à appeler la police, et une lampe lourde comme arme improvisée. J'ai descendu les escaliers lentement, le cœur battant violemment.
J'ai allumé toutes les lumières au fur et à mesure que j'avançais. Il n'y avait personne. J'ai vérifié chaque chambre, chaque placard, chaque recoin. Les portes et les fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur. Personne n'aurait pu entrer ou sortir. Vieille maison, me suis-je dit. Les planchers en bois craquent, c'est normal. Mais au fond, je savais que ce n'était pas un craquement. C'était des pas définis, rythmés, se déplaçant d'un côté de la pièce à l'autre. Je suis retourné dans ma chambre, mais il m'a fallu des heures pour m'endormir. Les bruits ont continué pendant les semaines suivantes. Toujours la nuit, toujours ces mêmes petits pas. Parfois au rez-de-chaussée, parfois au premier étage, juste devant ma chambre. Une fois, je jure avoir entendu des rires d'enfants, doux et lointains, venant de quelque part dans la maison. J'ai commencé à enquêter. J'ai demandé aux voisins s'ils savaient quelque chose sur la maison. La plupart étaient nouveaux dans le quartier et n'avaient pas d'informations. Mais une vieille dame, Doña Elisa, qui vivait 3 maisons plus bas, se souvenait de choses. « Cette maison est restée vide pendant presque 15 ans avant que tu ne l'achètes », me dit-elle lorsque je la visitais un après-midi. La famille précédente est partie du jour au lendemain. Ils ont laissé beaucoup de leurs affaires. C'était très étrange. « Sais-tu pourquoi ils sont partis ?» demandai-je. Doña Elisa me regarda avec une expression difficile à déchiffrer. Il y avait quelque chose de pitié dans ses yeux, mélangé à de l'appréhension. « Il y a eu une tragédie dans cette maison il y a de nombreuses années, dit-elle finalement. Dans les années 60, je crois. Une famille avec un petit garçon y vivait. Le garçon, qui s'appelait Mathias, avait environ 7 ou 8 ans. Un jour, alors qu'il jouait seul, il est descendu au sous-sol et il n'est jamais remonté. Je sentis un frisson parcourir mon dos. Que s'est-il passé ? Il est tombé, répondit Doña Elisa. Ou du moins, c'est ce qu'ils ont dit officiellement. Le sous-sol avait un escalier raide à l'époque, avant qu'ils ne le rénovent. L'enfant est tombé, s'est cogné la tête. Et quand ils l'ont trouvé, il était déjà trop tard. Les parents étaient dévastés, ils ont déménagé peu après, ils n'ont pas pu continuer à vivre là. Et depuis, la maison a été habitée par plusieurs familles. Aucune ne reste longtemps. Pourquoi ne m'ont-ils rien dit à l'agence immobilière ? Ai-je demandé, sentant la colère monter. Madame Elisa haussait les épaules. Juridiquement, ils n'ont pas à le faire, je suppose. De plus, qui croirait aux fantômes ? Mais j'ai entendu des choses, Daniela. Quand je passe devant ta maison la nuit, parfois j'entends un enfant jouer à l'intérieur. Et elle est toujours vide quand cela arrive. Ou du moins, elle l'était avant que tu ne déménages. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi avec un poids sur la poitrine. Un enfant était mort dans ma maison, dans mon sous-sol. Et maintenant, son esprit, ou ce qu'il en restait, était toujours là. J'ai décidé que je devais examiner le sous-sol plus attentivement. Jusqu'à ce moment-là, je n'étais descendu qu'un couple de fois pendant la journée pour prendre des mesures et planifier où je mettrais mon bureau et mon équipement. Mais je n'avais jamais passé beaucoup de temps là-bas. Et je n'étais définitivement jamais descendu la nuit. Cette nuit-là, armée d'une puissante lampe de poche et essayant de paraître plus courageuse que je ne me sentais, j'ai ouvert la porte du sous-sol et j'ai commencé à descendre. L'escalier était nouveau, probablement installé par les anciens propriétaires. Il n'était ni raide ni dangereux, mais en descendant, je pouvais imaginer comment il avait été des décennies auparavant, plus étroit, plus sombre, plus traître pour un petit enfant jouant seul. Le sous-sol était froid, beaucoup plus froid que le reste de la maison, même en tenant compte qu'il était sous terre. Mon souffle devenait visible en petits nuages de vapeur. J'ai éclairé avec la lampe de poche, explorant chaque recoin. C'est alors que je l'ai vu, dans le coin le plus éloigné du sous-sol, presque caché derrière de vieilles caisses laissées par les anciens propriétaires. Il y avait une porte, une petite porte, peut-être d'1 mètre de hauteur, peinte de la même couleur que le mur en briques, raison pour laquelle je ne l'avais pas remarquée auparavant. Je me suis approché, ressentant une étrange attirance envers elle. La porte avait un simple loquet, rouillé par le temps. Je l'ai déplacée, et la porte s'est ouverte avec un grincement qui a résonné dans le silence du sous-sol. Derrière la porte, il y avait une petite pièce, presque comme un placard, mais suffisamment grande pour qu'une personne puisse entrer en se baissant. À l'intérieur, éclairé par ma lampe de poche, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Jouets. 12 de vieux jouets. Petits chariots en bois, un ballon dégonflé, des soldats en plomb, un ancien train en jouets. Tous couverts de poussière, tous clairement datant de plusieurs décennies. Et sur le mur au fond de cette petite pièce, écrit avec ce qui semblait être du charbon ou de la craie noire, il y avait des mots. « Mathias joue ici. Ne dérangez pas Mathias. » Ma main tremblait en tenant la lampe de poche. Cela devait être l'endroit où l'enfant jouait, son cachette secrète. Et pour une raison quelconque,
Quelqu'un avait laissé les jouets là, avec ce message troublant. J'ai entendu un bruit derrière moi, un bruit doux, comme un tissu traînant. Je me suis retourné rapidement, éclairant avec la lampe de poche. Il n'y avait rien. Le sous-sol était vide. Mais alors j'ai entendu la voix. Une voix d'enfant, claire comme du cristal, qui venait de partout et de nulle part à la fois. « Veux-tu jouer avec moi ?» Je poussai un cri et courus vers les escaliers. Je montais si vite que je trébuchais 2 fois, me frappant les genoux, mais je ne m'arrêtais pas avant d'être en haut, avec la porte du sous-sol verrouillée derrière moi. Je passais cette nuit dans ma voiture, garée devant la maison, n'osant pas entrer jusqu'à ce que le soleil se lève. Le lendemain matin, j'essayais de me convaincre que c'était mon imagination, le pouvoir de la suggestion après avoir entendu l'histoire de Doña Elisa. Mais au fond, je savais que ce que j'avais entendu était réel. Au cours des jours suivants, les phénomènes s'intensifièrent. Ce n'étaient plus seulement des pas et des rires occasionnels. Maintenant, je trouvais des jouets à l'extérieur du sous-sol, apparaissant à des endroits où j'étais sûr qu'ils n'avaient pas été auparavant. Une petite voiture en bois sur mon bureau, la balle dégonflée roulant dans le couloir du premier étage. Les soldats de plomb alignés en formation parfaite sur la table de la salle à manger. Et toujours, j'écoutais l'enfant. Parfois il m'appelait. « Daniela, viens jouer. Daniela, je suis seul. Daniela, descends au sous-sol. » Je ne dormais pas bien. Je perdais du poids. Mes clients remarquaient que j'étais distante pendant les vidéoconférences. Ma vie était en train de s'effondrer, mais je ne pouvais pas simplement vendre la maison et partir. J'avais investi toutes mes économies dedans, j'avais signé une hypothèque. J'étais piégé. C'était mon amie Lucia qui a suggéré d'appeler un médium. J'étais sceptique à propos de ces choses, je l'avais toujours été. Mais j'étais désespéré. Le médium s'appelait Marcos. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec un aspect complètement normal. Pas de robe mystique ou de cristaux. Juste un jean et une chemise à boutons. Cela m'a fait lui faire un peu plus confiance. Quand il est entré dans la maison, son expression a immédiatement changé. « Il y a une présence ici », a-t-il dit, sans que je n'ai encore mentionné quoi que ce soit. Un enfant. Il est confus. Il ne comprend pas pourquoi il est seul. Je lui ai raconté tout. L'histoire que Doña Elisa m'avait partagée, les bruits, les jouets, la chambre secrète dans le sous-sol, la voix. Marcos a écouté tout avec attention et a ensuite demandé à voir le sous-sol. Nous sommes descendus ensemble. Même avec quelqu'un d'autre présent, je sentais la peur me comprimer la poitrine. Le sous-sol restait anormalement froid. Marcos s'est approché de la petite porte qui menait à la chambre des jouets. Il la regarda pendant un long moment sans dire un mot. « Cet enfant, Mathias, est mort ici de manière traumatique », dit finalement. Mais ce n'était pas juste un accident, je peux sentir la peur, la terreur. Il fuyait quelque chose quand il est tombé. « Fuyait quoi ?» demandai-je. Je ne le sais pas avec certitude, mais il y a quelque chose d'autre dans cette maison. Quelque chose de plus sombre que l'esprit d'un enfant. Comme si elle avait été invoquée par les mots de Marcos, la température baissa encore plus. Notre souffle était maintenant visible, de petits nuages blancs dans l'air glacial. Et puis nous entendîmes des pas. Pas les pas légers d'un enfant cette fois, mais des pas lourds, lents, délibérés, descendant les escaliers du sous-sol. Mais personne d'autre n'était dans la maison. Seuls Marcos et moi étions là. Les pas s'arrêtèrent sur la dernière marche. Il y eut un moment de silence absolu. Puis, la petite porte de la chambre des jouets se ferma brusquement avec une telle force que quelques briques du mur se fissurèrent. Marcos m'a attrapé par le bras. Nous devons partir. Maintenant. Nous avons monté les escaliers en courant, et nous ne nous sommes pas arrêtés jusqu'à être dehors de la maison, dans la rue, haletant. Ce qui est dans cette maison n'est pas seulement l'enfant, a dit Marcos, le visage pâle. Il y a autre chose. Quelque chose qui terrifiait Mathias de son vivant et qui le maintient piégé dans la mort. Et je ne pense pas pouvoir t'aider avec ça. C'est au-delà de mes capacités. Il m'a donné le nom d'un prêtre qui, selon lui, avait de l'expérience avec des cas plus graves. Il m'a souhaité bonne chance et est parti rapidement, comme s'il ne pouvait pas s'éloigner assez vite. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné à la maison. Je suis resté chez Lucia, mais je savais que je ne pouvais pas fuir pour toujours. Le lendemain, j'ai appelé le père Thomas, le prêtre que Marcos avait recommandé. Je lui ai expliqué la situation et il a accepté de venir bénir la maison. Le père Thomas était un homme âgé, avec des cheveux complètement blancs et une expression qui avait trop vu le côté sombre du monde. Lorsqu'il est entré dans ma maison, il a fait le signe de la croix et a murmuré une prière. « Cette maison a une histoire douloureuse », a-t-il dit après avoir parcouru chaque pièce. Je peux sentir l'angoisse, la peur.
Et oui, il y a un esprit d'enfant ici. Mais il y a aussi autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé, bien que je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. Permets-moi de voir le sous-sol d'abord. Nous sommes descendus ensemble. Le père Thomas portait une Bible, de l'eau bénite et un crucifix. Lorsqu'il est arrivé à la petite porte de la chambre des jouets, il s'est arrêté. « Ici », a-t-il dit. « C'est ici que c'est le plus fort. » Il a ouvert la porte et est entré dans la pièce en se baissant. Je l'ai suivi. Les jouets étaient toujours là, couverts de poussière. Le message sur le mur restait « Mathias joue ici. Ne dérangez pas Mathias. » Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. Sur le sol, dessiné avec ce qui semblait être de la cendre, il y avait un symbole. Un cercle avec des lignes entrelacées formant un motif que je ne reconnaissais pas. Le père Thomas s'est agenouillé pour l'examiner de plus près, et son expression est devenue grave. « C'est un symbole d'invocation, dit-il. Quelqu'un dans cette maison, il y a longtemps, a tenté d'invoquer quelque chose d'obscur. Les parents de Mathias, ai-je demandé? Possiblement. Ou les propriétaires précédents. Il est difficile de le savoir. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'ils ont invoqué est encore ici. Et cela se nourrit de l'esprit de ce pauvre enfant depuis des décennies. Comme pour confirmer ces paroles, nous avons entendu les pleurs. Un cri déchirant d'un enfant, plein de désespoir et de peur. « Aidez-moi, je ne veux pas être ici, j'ai peur. » La voix de Mathias résonnait dans tout le sous-sol, rebondissant contre les murs en briques. Le père Thomas s'est levé, tenant le crucifix en avant. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », commença-t-il à réciter. « J'ordonne à tout esprit impur de quitter cet endroit. » La température a baissé drastiquement. Les lumières du sous-sol ont commencé à clignoter. Et alors nous avons entendu une autre voix. Pas celle de Mathias, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus malveillant. « Cet enfant est à moi. Il a été à moi pendant 60 ans. Tu ne l'emporteras pas. » Le père Thomas ne s'est pas arrêté. Il a continué avec ses prières, aspergeant de l'eau bénite autour de la petite pièce. Les jouets ont commencé à bouger tout seuls. Le chariot en bois a roulé violemment vers nous. Les soldats de plomb ont volé comme des projectiles. Le train en bois a glissé sur le sol en cercle frénétique. « Vous n'avez aucun pouvoir ici », a crié le père Thomas. « Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de partir. » Il y a eu un moment de résistance, comme si deux forces invisibles se battaient. Je pouvais le sentir dans l'air, une tension terrible qui me rendait difficile de respirer. Et alors, soudainement, quelque chose a changé. Les jouets sont tombés au sol, immobiles. La température a commencé à monter lentement, et j'ai entendu la voix de Mathias une dernière fois, mais maintenant elle sonnait différemment, plus claire, plus en paix. « Merci », a-t-il murmuré. « Je peux enfin partir. » Une douce brise, impossible dans un sous-sol fermé, a traversé la pièce. Et avec elle, j'ai senti que quelque chose s'en allait, comme si une présence qui avait écrasé l'air s'était enfin levée. Le père Thomas a terminé ses prières et s'est signé. « Il est parti », a-t-il dit. Tant l'enfant que l'entité qui le retenait prisonnier. Cette maison est propre maintenant. Il a continué à bénir toute la maison, chaque pièce, chaque recoin. Quand il a terminé, il m'a remis un petit crucifix. « Accroche cela à ta porte d'entrée », a-t-il dit. « Et si jamais tu sens que quelque chose revient, appelle-moi immédiatement. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma propre maison pour la première fois en semaine sans peur. Le silence était complet, réconfortant. Il n'y avait pas de pas de rire, pas de voix. Les jours passèrent, puis les semaines. La maison restait en paix. J'ai scellé la petite chambre du sous-sol avec du ciment, bouchant la petite porte de façon permanente. J'ai transformé le sous-sol en mon studio comme je l'avais prévu à l'origine, mais je n'y travaille jamais la nuit. Certaines limites doivent être respectées. Parfois, je pense à Mathias, à un enfant de 7 ans qui est mort terrifié, fuyant quelque chose que ses parents avaient invoqué sans comprendre les conséquences. Piégé pendant des décennies, utilisé comme source d'énergie par une entité sombre. J'ai enquêté davantage sur la famille d'origine. J'ai découvert que les parents de Mathias avaient été impliqués dans l'occultisme, cherchant pouvoir et connaissances interdites. Ils avaient effectué des rituels dans le sous-sol, invoquant des choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et lorsque Mathias a accidentellement interrompu l'un de ces rituels, l'entité qu'ils avaient invoquée l'a marqué, l'a réclamé. Sa mort n'était pas seulement un accident. C'était un sacrifice, intentionnel ou non, qui a scellé le lien entre l'entité et cette maison. J'ai donné les jouets restants à une organisation caritative, après que le père Thomas les ait bénis.
Je voulais que d'autres enfants puissent en profiter, leur donner un but plus heureux que d'être des reliques d'une tragédie. La maison n'est maintenant qu'une maison. Un peu vieille, avec ses particularités architecturales, mais rien de plus. Je vis ici tranquillement, je travaille depuis mon bureau dans le sous-sol, je reçois des amis, j'ai une vie normale. Mais je n'oublierai jamais ces semaines où j'ai partagé ma maison avec un enfant fantôme piégé et l'entité sombre qui le retenait prisonnier. Il m'a appris qu'il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension, des choses que nos ancêtres savaient suffisamment pour les craindre et les éviter. Et il m'a appris que parfois, ceux qui ont le plus besoin d'aide sont ceux qui ont silencieusement demandé de l'aide pendant des décennies, espérant que quelqu'un les écoute enfin. Ainsi se termine l'histoire de Daniela. Elle m'a écrit que la maison reste en paix jusqu'à aujourd'hui, et qu'elle n'a jamais revécu d'expérience paranormale depuis cet exorcisme. Si jamais tu as vécu dans une maison avec une histoire sombre, ou si tu as ressenti des présences qui ne devraient pas être là, j'aimerais connaître ton expérience. Laisse-la dans les commentaires. Et rappelle-toi, toutes les maisons en vente ne sont pas une bonne affaire. Parfois, le prix bas a une raison. Passe une bonne nuit. Cette histoire me l'a envoyé Matteo, un garde forestier qui travaillait dans la cordillère patagonienne argentine. Il m'a contacté après avoir entendu plusieurs histoires sur la chaîne et m'a dit qu'il avait besoin de partager quelque chose qui lui était arrivé il y a 3 ans. Si vous avez aussi vécu des expériences étranges dans des endroits reculés, en forêt ou en montagne, où la nature semble avoir ses propres règles, laissez-le dans les commentaires. J'adore lire des rencontres dans des lieux isolés où l'inexplicable semble plus possible. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans une forêt froide et silencieuse, dans le sud de l'Argentine, où Matteo a découvert que parfois le silence cache des choses qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Je m'appelle Matteo et pendant 7 ans, j'ai été garde forestier dans le parc national Nahuel Huapi, en Patagonie argentine. C'est un travail solitaire, mais c'était précisément ce que j'aimais. Après des années à vivre à Cordoba, entouré de bruit et de gens, la solitude des montagnes me semblait un paradis. Le parc couvre plus de 700 000 hectares de forêts, de lacs et de montagnes. Mon secteur assigné était une zone particulièrement reculée à l'extrémité nord-ouest du parc, près de la frontière avec le Chili. Il y avait un poste de garde-parc là-haut, une cabane en bois de 2 pièces avec des panneaux solaires, un poêle à bois et une radio à ondes courtes pour les urgences. Le village le plus proche était à 4 heures, en camionnette, sur des routes de terre. Je passais 2 semaines consécutives dans la cabane, seul, à surveiller les sentiers, à prévenir les incendies, à enregistrer la faune. Ensuite, j'avais 1 semaine de repos à Bariloche avant de repartir. C'était une existence simple, cela me plaisait. Tout cela a changé en mai 2021. C'était mon 6e jour de service. C'était lundi et tout s'était déroulé normalement. Les températures étaient déjà basses, proches de 0 pendant la journée et en dessous de 0 la nuit. Les forêts de Quahu et de Lenga étaient nues, leurs branches squelettiques contre le ciel gris. La neige avait commencé à tomber par intermittence. Jeudi après-midi, j'ai décidé de faire une inspection d'un sentier que je n'avais pas vérifié depuis des mois. Il s'appelait Sentier du Cañadón Oscuro, un nom que les locaux lui avaient donné il y a des décennies. C'était un sentier de 8 km qui serpentait à travers une vallée étroite entre 2 montagnes, où le soleil n'atteignait presque jamais, même en été. Personne n'utilisait ce sentier. Il était trop éloigné des routes touristiques et ne menait à aucun point de vue spectaculaire ni à un lac pittoresque. C'était simplement une forêt dense, silencieuse et froide. Mais c'était ma responsabilité de le vérifier périodiquement. Je suis sorti de la cabane vers 2 heures de l'après-midi, avec suffisamment de lumière du jour pour y aller et revenir avant la tombée de la nuit. J'avais mon sac à dos avec l'essentiel. De l'eau, de la nourriture, une lampe de poche, un couteau, une radio, une trousse de premier secours. Et mon fusil, que je portais toujours au cas où je rencontrerais un puma ou un sanglier agressif. Le sentier commençait juste derrière la cabane et descendait progressivement vers le canyon. Les premiers kilomètres furent tranquilles. Seul le bruit de mes bottes sur les feuilles mortes et le cri occasionnel d'un oiseau se faisaient entendre. L'air était immobile, comme si la forêt retenait son souffle. Après 1 heure de marche, le sentier s'enfonçait dans la partie la plus profonde du canyon. Les montagnes de chaque côté s'élevaient abruptement, bloquant la lumière. Même en plein après-midi, là-bas en contrebas, il semblait faire nuit.
Les ombres étaient longues et épaisses. C'est alors que je remarquai le silence. Pas le silence habituel de la forêt. Ce silence vivant, rempli de petits bruits, feuilles qui bougent, branches qui craquent, petits animaux qui se déplacent dans la végétation. C'était différent. C'était un silence absolu, total, comme si tous les êtres vivants à des kilomètres à la ronde avaient disparu ou étaient cachés. Je m'arrêtais, je regardais autour de moi. Rien ne bougeait. Pas une feuille, pas un insecte, rien. Et alors je l'ai entendu, très doucement au début, presque imperceptible. Un murmure. Non, ce n'était pas un murmure. C'étaient des murmures, plusieurs voix très basses, parlant toutes en même temps. Je ne pouvais pas distinguer les mots, juste le murmure constant de voix superposées. Je regardais vers les arbres, essayant d'identifier la source. Des touristes perdus, des randonneurs sur un autre sentier proche, mais il n'y avait pas d'autres sentiers à proximité, et les voix ne venaient d'aucune direction spécifique. Elles semblaient venir de partout et de nulle part en même temps. « Bonjour » appelai-je. « Y a-t-il quelqu'un » Les voix se sont arrêtées immédiatement. Le silence qui a suivi était encore plus oppressant. J'ai attendu. 30 secondes. 1 minute. Rien. C'était probablement le vent, pensais-je, bien qu'il n'y eût rien de vent. Les arbres étaient complètement immobiles. Je continuais à marcher, mais maintenant j'étais sur mes gardes. J'avais la main près de la radio, prête à demander du secours si nécessaire. 15 minutes plus tard, les voix sont revenues, plus fortes cette fois. Et maintenant, je pouvais distinguer quelque chose de plus. Elles ne murmuraient pas seulement. Certaines pleuraient, des sanglots doux, étouffés, mêlés aux murmures. Les poils de ma nuque se sont hérissés. J'ai dégainé mon fusil, plus par instinct que par logique. Que pouvais-je leur tirer dessus? Des voix? Qui est là? Ai-je crié avec plus de fermeté. Identifiez-vous. Cette fois, les voix ne se sont pas arrêtées. Au contraire, elles sont devenues plus intenses. Et alors, pour mon horreur absolue, j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang. J'ai entendu mon nom. Matteo. Matteo. Ce n'était pas une voix. C'étaient plusieurs, toutes chuchotant mon nom à l'unisson. Certaines sur un ton suppliant, d'autres sur un ton accusateur, d'autres simplement vides. Je suis reculé d'un pas. Le fusil tremblait dans mes mains. Qui diable est là? Matteo, viens. Matteo, aide-nous. Matteo. Les voix semblaient maintenant bouger, s'approchant, m'entourant. Je pouvais les entendre à ma droite, à ma gauche, derrière moi, partout. J'ai décidé de faire demi-tour. Ce n'était pas normal. Je devais sortir d'ici. Je pourrais revenir avec des renforts, avec des explications logiques. Mais maintenant, je voulais juste partir. Je me suis mis à marcher rapidement dans le sens inverse. Les voix me suivaient. Ne pars pas, Matteo, ne pars pas. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît. J'ai accéléré le pas. Les voix sont devenues plus urgentes, plus désespérées. Non, Matteo, reste, écoute-nous. S'il te plaît. J'ai commencé à courir. Mes bottes frappèrent le sentier avec force. Ma respiration était lourde, formant des nuages dans l'air froid. Le fusil rebondissait contre mon dos. Et alors, quelque chose m'a fait trébucher. Ce n'était pas une racine, ce n'était pas une pierre. C'était comme si quelque chose, une main invisible, me saisissait la cheville et tirait. Je suis tombé violemment, frappant le sol avec force. Le fusil a glissé plusieurs mètres sur le sentier. Les voix ont éclaté en volume. Elles ne murmuraient plus. Elles criaient « Matteo! Matteo! Matteo !» Je me suis traîné vers mon fusil, désespéré. Mes doigts l'ont atteint juste au moment où j'ai ressenti quelque chose de plus, un froid intense dans ma jambe, là où quelque chose m'avait attrapé. Ce n'était pas le froid du climat, c'était un froid qui pénétrait jusqu'aux os, qui faisait mal d'une manière que le froid normal ne fait pas. J'ai saisi le fusil, je me suis retourné et j'ai pointé vers rien. Il n'y avait rien de visible là-bas, juste la forêt vide, juste les arbres immobiles, juste les ombres profondes. Mais les voix continuaient, et maintenant, je pouvais entendre les mots plus clairement. Ils nous ont laissés, ils nous ont oubliés. Aide-nous, trouve-nous, s'il te plaît. Ne nous laisse pas ici. Je me suis levé, ignorant la douleur dans ma jambe. J'ai commencé à courir à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas arrêté. J'ai couru pendant ce qui a semblé une éternité, avec les voix me poursuivant, criant, suppliant, accusant. Seulement lorsque je suis enfin sorti du ravin,
Lorsque le sentier a commencé à monter et que la lumière du jour, le peu qui restait, est devenue plus présente, les voix ont commencé à s'estomper. Elles sont devenues plus faibles, plus lointaines, jusqu'à ce qu'enfin, il ne reste plus que le silence normal de la forêt, le craquement des branches, le vent doux, le son de ma propre respiration haletante. Je suis arrivé à la cabane lorsque le soleil se couchait. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte, ce que je ne faisais jamais, et je me suis effondré dans une chaise, tremblant. Qu'était-ce que cela? Une hallucination? Un manque d'oxygène dû à l'altitude? Un gaz naturel du sol provoquant des hallucinations auditives? J'ai essayé de trouver des explications rationnelles, mais aucune ne pouvait expliquer comment les voix connaissaient mon nom, comment elles m'avaient attrapé, comment le froid dans ma jambe persistait encore, des heures plus tard. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis près du poêle avec le fusil sur mes genoux, écoutant les sons de la forêt nocturne. Chaque craquement me faisait sursauter. Chaque ombre que je voyais par la fenêtre me faisait sauter. Le lendemain matin, j'ai décidé d'enquêter. J'ai utilisé la radio pour contacter le bureau principal du parc à Bariloche. J'ai demandé des informations sur l'histoire du Cañadón Oscuro, s'il y avait une histoire associée à cet endroit. La réponse que j'ai reçue m'a glacé le sang. « Pourquoi poses-tu des questions sur le Cañadón ?» dit Ramiro, mon superviseur. « Juste par curiosité. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il y eut une longue pause. « Écoute, Matteo, officiellement, il n'y a rien. Mais officieusement, cet endroit a une histoire horrible. Il m'a raconté qu'au cours des années 1970, pendant la dernière dictature militaire en Argentine, le Cañadón Oscuro avait été utilisé comme lieu de disparition. C'était éloigné, inaccessible, parfait pour faire disparaître des personnes sans que personne ne le sache. Parce que ce ne sont que des histoires, Matteo. Nous ne pouvons pas prendre de décisions de personnel basées sur des superstitions. Et ce sentier doit être surveillé comme n'importe quel autre. Après avoir raccroché la radio, je suis resté assis, en train de traiter l'information. 20 personnes, 20 voix, toutes criant à l'aide, toutes oubliées, toutes voulant être retrouvées. Je savais ce que je devais faire. J'ai passé les jours suivants à me préparer. J'ai approfondi mes recherches. J'ai contacté des organisations de défense des droits de l'homme. J'ai parlé avec des historiens locaux. J'ai rassemblé toutes les informations possibles sur les disparitions dans cette région. Et puis, une semaine plus tard, je suis retourné au Cañadón Oscuro. Cette fois, je n'y suis pas allé seul. J'ai emmené avec moi une équipe d'anthropologues légistes de Buenos Aires, spécialistes dans la recherche des restes de disparus de la dictature. Je leur avais tout raconté. Mes expériences, les voix, l'histoire du lieu. Certains m'ont regardé avec scepticisme, d'autres avec compassion. Mais tous ont convenu que cela valait la peine d'enquêter. Nous sommes entrés dans le ravin tôt le matin. Cette fois, avec la lumière du jour complète et en groupe, l'endroit semblait moins menaçant. Mais le silence était toujours là, ce silence antinaturel. Nous utilisons des chiens entraînés pour détecter des restes humains et un géoradar portable pour scanner le sol. 3 heures après le début de la recherche, l'un des chiens a commencé à aboyer frénétiquement dans une zone dense de la forêt, à environ 50 mètres du sentier. L'équipe a commencé à creuser avec précaution. Ils ont trouvé des os, beaucoup d'os. Au cours des 2 semaines suivantes, l'équipe médico-légale a excavé méticuleusement la zone. Ils ont trouvé les restes de 18 personnes, hommes et femmes, certains très jeunes, enterrés dans des fosses peu profondes, exactement comme Ramiro l'avait dit. Chacun a été exhumé avec soin, documenté, préparé pour une identification par ADN. Après plus de 40 ans, certaines familles auraient enfin des réponses. Certains disparus seraient enfin identifiés et recevraient des funérailles dignes. Le lendemain matin, j'ai décidé d'enquêter. J'ai utilisé la radio pour contacter le bureau principal du parc à Bariloche. J'ai demandé des informations sur l'histoire du Cañadón Oscuro, s'il y avait une histoire associée à cet endroit. La réponse que j'ai reçue m'a glacé d'effroi. « Pourquoi tu demandes des infos sur le Cañadón ?» dit Ramiro, mon superviseur. « Juste par curiosité. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il y eut une longue pause. « Écoute, Matteo, officiellement il n'y a rien. Mais officieusement, cet endroit a une histoire sombre. Il m'a raconté qu'au cours des années 1970, pendant la dernière dictature militaire en Argentine, le Cañadón Oscuro avait été utilisé comme lieu de disparition. C'était isolé, inaccessible,
parfait pour faire disparaître des personnes sans que personne ne le sache. On estimait qu'au moins 20 personnes, activistes politiques, étudiants, enseignants, avaient été emmenés dans cette gorge et exécutés sur place. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, probablement enterrés dans des fosses peu profondes quelque part dans la forêt, cachés sous des décennies de feuilles mortes et de végétation. Les gardes forestiers les plus âgés disent que ce sentier est maudit, poursuivit Ramiro, que les esprits des disparus y sont encore, cherchant à être trouvés. Mais ce ne sont que des superstitions, tu comprends? Rien d'officiel. Est-ce que quelqu'un m'a déjà signalé des choses étranges là-bas? Une autre pause. Certains ont rapporté entendre des voix, ressentir des présences. Un garde forestier dans les années 90 a dit que quelque chose l'avait attaqué sur ce sentier. Il a été retrouvé inconscient avec des marques sur les bras, comme si quelqu'un l'avait saisi fermement. Mais il était seul. Il n'y avait personne d'autre à des kilomètres. J'ai regardé ma propre jambe. J'avais encore des ecchymoses là où quelque chose m'avait attrapé la veille. Des ecchymoses en forme de doigt. Pourquoi personne ne m'a averti de cela avant de m'assigner ce secteur? Ai-je demandé, en essayant de contrôler ma voix. La nuit après avoir terminé l'exhumation, je suis resté dans la cabane. J'étais épuisé physiquement et émotionnellement. Mais je sentais que je devais faire quelque chose de plus. Je suis retourné au Cañadón Oscuro, seul, au coucher du soleil. C'était probablement imprudent, mais je sentais que je devais le faire. Je suis arrivé à l'endroit où ils avaient creusé. Maintenant, il y avait des marqueurs, du ruban de police jaune, des signaux d'activité récente. Je me suis arrêté là, dans le silence de la forêt. Nous les avons trouvés, ai-je dit à voix haute. Ils ne sont plus seuls, ils ne sont plus oubliés. Maintenant, leurs familles sauront ce qui leur est arrivé. Maintenant, ils peuvent reposer en paix. J'ai attendu. La forêt était complètement silencieuse, mais c'était un silence différent, pas le silence oppressant d'avant. C'était paisible, comme si la forêt pouvait enfin respirer. Je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas ressenti de froid anormal. Juste le vent doux faisant bouger les branches, le chant lointain d'un oiseau, le craquement normal de la vie dans la forêt. Je suis resté là pendant 1 heure, simplement assis par terre, laissant la paix du moment m'envahir. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une sensation de chaleur dans la poitrine, malgré le froid de la nuit. Et je pourrais jurer avoir entendu un murmure, si doux qu'il aurait pu être le vent. Merci. J'ai travaillé encore 6 mois comme garde forestier après cela. Je suis retourné plusieurs fois au Cañadón Oscuro. Je n'ai plus jamais entendu les voix. L'endroit semblait différent maintenant. Il était toujours solitaire, toujours sombre, mais la présence troublante avait disparu. Finalement, j'ai quitté mon emploi. Pas par peur, mais parce que je sentais que j'avais accompli quelque chose d'important là-bas. J'avais entendu quand d'autres n'ont pas entendu. J'avais aidé quand d'autres ont passé leur chemin. Maintenant, je vis à Bariloche. Je travaille comme guide touristique. Vie normale. Mais je porte toujours cette expérience en moi. Le souvenir de ces voix et la leçon que j'ai apprise. Parfois, les morts ont besoin des vivants. Pas pour leur faire peur, pas pour leur faire du mal, mais simplement pour être rappelés, pour être trouvés, pour que quelqu'un écoute enfin leur histoire. Le Cañadón Oscuro n'est plus un lieu maudit, c'est un lieu de mémoire. Et les voix qui criaient autrefois dans le désespoir reposent maintenant en paix. Du moins, c'est ce que je veux croire. Et avec cela se termine l'histoire que Matteo a partagée avec moi. Il m'a dit que c'était l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie, mais aussi la plus significative. 18 familles ont finalement obtenu des réponses grâce à ce qu'il a vécu. Si tu as déjà vécu quelque chose d'inexplicable qui a fini par avoir un but plus grand, ou si tu as ta propre histoire sur des lieux de mémoire, j'aimerais beaucoup la lire dans les commentaires. Parfois, le paranormal et le réel s'entrelacent de manière que nous n'attendons pas. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et repose-toi bien. On se voit dans la prochaine histoire.
Un abonné de la chaîne qui travaille comme conducteur de camion de charge m'a envoyé cette expérience il y a quelques semaines. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom complet, alors je vais l'appeler simplement Carlos. Si vous avez déjà conduit la nuit sur des routes désertes, vous pourrez peut-être vous identifier à cela. Et si vous avez votre propre histoire de la route, j'aimerais beaucoup la lire dans les commentaires. Maintenant, ce que Carlos a vécu sur une route rurale en Argentine l'a amené à reconsidérer tout ce qu'il croyait sur ce qui nous accompagne dans l'obscurité. Je m'appelle Carlos, et cela fait 15 ans que je conduis des camions de charge à travers toute l'Argentine. J'ai parcouru chaque route, chaque chemin poussiéreux, chaque raccourci que seuls les conducteurs locaux connaissent. J'ai conduit sous des pluies torrentielles, dans du brouillard épais, et sous le soleil brûlant de l'été. Je pensais avoir tout vu de ce que les routes argentines pouvaient offrir. J'avais tort. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 8 mois, en avril, lorsque l'automne commençait à teindre les arbres de teinte dorée et que les nuits devenaient plus longues et plus froides. J'avais été engagé pour transporter des machines agricoles de Buenos Aires à un petit village appelé Las Vertientes, dans la province de Córdoba. C'était un voyage que je ferais en 2 jours, avec une halte nocturne dans un motel de route à mi-chemin. Je suis parti à l'aube d'un jeudi. Mon camion, un vieux Scania mais fiable, qui avait été mon compagnon pendant des années, était chargé à bloc. Le moteur ronronnait doucement, tandis que je laissais derrière moi les banlieues de Buenos Aires et que je m'enfonçais dans les routes rurales. La journée était claire, parfaite pour conduire. J'ai mis ma playlist de cumbia et de folklore, préparé du mat, et je me suis installé pour le long voyage. Les premières heures se sont écoulées sans incident. Je suis passé par de petits villages où les gens à peine levaient les yeux lorsque mon camion rugissait dans la rue principale. Des champs de soja s'étendaient à perte de vue de chaque côté de la route, interrompus de temps en temps par des parcelles d'arbres ou de vieilles fermes avec des moulins à vent rouillés. Vers midi, je me suis arrêté dans une station-service pour faire le plein et manger quelque chose. L'endroit était typique, une pompe à essence, une petite boutique avec des produits de base et un restaurant qui servait des milanesas et des empanadas. Pendant que je mangeais, j'ai discuté avec le gérant, un homme d'une 60aine d'années au visage tanné par le soleil. « Tu vas à Córdoba ?» m'a-t-il demandé, remarquant la direction sur mon manifeste de chargement que j'avais laissé sur la table. « Oui, au Vertientes. Tu connais le chemin ?»« Je le connais. » Son expression devint sérieuse. « Tu vas prendre la route provinciale 23 ?» C'était l'idée. C'est le chemin le plus direct selon mon GPS. Il secoua lentement la tête. J'éviterai cette route, surtout la nuit. Il y a des histoires. Je souris, pensant que c'était juste des histoires de village. Quel genre d'histoire ? Des camionneurs qui voient des choses, des lumières qui les suivent, des silhouettes sur la route. Certains jurent qu'ils entendent des voix à la radio quand personne ne transmet. Un conducteur a disparu complètement sur cette route il y a 2 ans. On a trouvé son camion abandonné, moteur en marche, mais il n'est jamais réapparu. Il est sûrement parti avec une femme, plaisantai-je, mais le responsable ne rit pas. Pense ce que tu veux, mais je te préviens, si tu décides de prendre cette route et que quelque chose d'étrange commence à se passer, ne t'arrête pas. Peu importe ce que tu vois ou entends, continue à conduire jusqu'à ce que tu sortes de là. J'ai remercié pour son conseil, bien que je l'ai intérieurement écarté comme superstition. En 15 ans de conduite à travers toute l'Argentine, je n'avais jamais expérimenté quoi que ce soit de paranormal. Fantômes, lumière mystérieuse, voix fantomatiques, tout cela était matière à des films, pas à la vie réelle. Je suis retourné à mon camion et j'ai continué mon voyage. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les nuages ont commencé à s'accumuler, transformant le ciel bleu en une masse grise plombée. Il a commencé à bruiner juste au moment où j'entrais sur la route provinciale 23, une route à 2 voies qui serpentait à travers des collines couvertes d'arbres. Le trafic était presque inexistant. En 1 heure de conduite, je n'ai croisé que 3 véhicules. La route était belle dans son isolement. De grands arbres flanquent les 2 côtés de la route, leurs branches formant un couvert au-dessus de moi. Parfois, je voyais des fermes éloignées de la route, leurs lumières à peine visibles entre les champs. Mais pour la plupart, c'était juste moi, mon camion et des kilomètres d'asphalte mouillé. Le soleil s'est couché vers 7 heures et l'obscurité est tombée rapidement. Ce n'était pas l'obscurité progressive de la ville, avec des lampadaires et des bâtiments éclairés adoucissant la transition.
C'était l'obscurité absolue de la campagne, où la nuit engloutit tout et où seuls les phares de votre véhicule vous séparent de la noirceur totale. J'ai allumé les phares et j'ai continué. Selon mon GPS, j'arriverai au motel vers 9 heures, 2 heures de plus. Je pouvais le faire. C'était vers 8 heures que j'ai remarqué la première anomalie. Ma radio, qui avait diffusé de la musique clairement toute l'après-midi, a commencé à émettre de la statique. Au début, je pensais simplement perdre le signal en m'enfonçant plus dans la campagne. Mais alors, entre la statique, j'ai entendu quelque chose. Une voix, basse, déformée, mais définitivement une voix humaine. Je n'ai pas pu distinguer les mots. On aurait dit que quelqu'un chuchotait dans une langue que je ne reconnaissais pas, ou peut-être parlait à l'envers. J'ai changé de station, cherchant quelque chose de plus clair, mais chaque fréquence avait la même statique, le même chuchotement troublant en dessous. J'ai éteint la radio, ressentant un premier frisson d'inconfort. Le silence qui a suivi était oppressant, brisé seulement par le rugissement du moteur du camion et le cliquetis hypnotique des essuie-glaces contre la bruine persistante. Alors j'ai vu les lumières. Au début, elles semblaient être simplement les phares d'un autre véhicule derrière moi, visibles dans mes rétroviseurs. Mais quelque chose en elles était étrange. Elles étaient trop brillantes, trop blanches, comme des halogènes haute intensité. Et elles ne se déplaçaient pas comme le devraient les lumières d'un véhicule te suivant sur une route sinueuse. Elles restaient à une distance constante, peu importe si j'accélérais ou ralentissais. J'ai considérablement réduit ma vitesse, espérant que le véhicule me dépasserait. Les lumières ont également réduit leur vitesse, restant exactement à la même distance. J'ai accéléré. Les lumières ont accéléré. C'était comme si elles étaient synchronisées avec mon camion, une extension de mes propres mouvements. Le souvenir des mots du responsable m'est revenu. Si quelque chose d'étrange commence à se passer, ne t'arrête pas. Je maintenais ma vitesse constante, observant les lumières dans le rétroviseur. Elles ne semblaient pas se rapprocher, ce qui était un soulagement. Mais elles ne s'éloignaient pas non plus. Elles me suivaient simplement. J'ai essayé de rationaliser cela. Peut-être n'était-ce qu'un autre camionneur, restant derrière moi pour des raisons de sécurité sur cette route isolée. Il était courant que les conducteurs se regroupent sur des itinéraires éloignés. Il n'y avait rien de sinistre là-dedans. Mais alors les lumières s'éteignirent, complètement. D'un instant à l'autre, elles disparurent, ne laissant que l'obscurité derrière moi. Je fixais les miroirs, espérant les voir réapparaître, peut-être parce que le véhicule avait pris un virage. Mais elles ne revinrent pas. Et la route derrière moi était droite, sans virage, qui aurait pu cacher un autre véhicule. Avais-je pris un détour que je n'avais pas vu? Mais il n'y avait pas de détour. La route 23 était une ligne droite à travers cette zone. Je le savais parce que j'avais étudié la carte avec soin. Je continuais, mais ma tranquillité précédente avait disparu. Maintenant, j'étais tendu, mes mains serrant le volant plus fort que nécessaire. Chaque ombre sur la route me faisait sursauter. La forêt de chaque côté semblait pressée contre la route, les arbres comme des silhouettes sombres m'observant passer. Alors, au loin, je vis quelque chose au milieu de la route. Au début, cela semblait être un animal, peut-être un cerf ou un chien. Mais à mesure que je m'approchais, mes phares l'illuminant plus clairement, je vis que c'était une personne, une silhouette humaine, debout au centre de ma voie, complètement immobile. J'ai klaxonné, espérant qu'elle bougerait. La silhouette ne réagit pas. Je continuais à m'approcher, ralentissant, klaxonnant plus insistant. Rien. La silhouette resta simplement là, au milieu de la route, sous la pluie. À environ 50 mètres de distance, je pus voir plus de détails. C'était une femme, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Elle portait quelque chose qui ressemblait à une longue robe blanche, complètement trempée. Ses cheveux noirs tombaient sur son visage, obscurcissant ses traits, et elle ne bougeait pas. Elle ne semblait même pas respirer. Je me rappelais le conseil du responsable. Ne t'arrête pas, mais je ne pouvais pas simplement l'écraser. Si c'était une personne réelle qui avait besoin d'aide, une femme coincée au milieu de nulle part sous la pluie, je réduisis ma vitesse à un pas de tortue, presque en m'arrêtant à 20 mètres d'elle. C'est alors qu'elle leva la tête. Ce que je vis me fit appuyer instinctivement sur le frein, même si chaque instinct me criait aussi d'accélérer et de fuir. Son visage n'était pas correct.
Les traits étaient humains, mais les proportions étaient fausses. Les yeux étaient trop éloignés, la bouche trop large. Et quand elle ouvrit cette bouche, je vis des rangées de dents qui semblaient trop aiguisées, trop nombreuses. Elle a souri, un sourire horrible qui s'étendait jusqu'aux oreilles, littéralement et physiquement impossible. Puis elle commença à marcher vers mon camion. La terreur absolue me frappa. J'appuyai sur l'accélérateur, le moteur rugit et le camion se lança en avant. J'allais l'esquiver, passer à côté d'elle et la laisser derrière. Mais elle était rapide, inhumainement rapide. En 1 seconde, le temps que je mette les gaz, elle avait réduit de moitié la distance entre nous, se déplaçant avec une vitesse floue qui ne devrait pas être possible. Je tournai le volant brusquement, amenant le camion dans la voie opposée pour l'éviter. Les pneus crissèrent sur l'asphalte mouillé. Un instant, je pensais que je perdrais le contrôle, que le camion se renverserait, mais je réussis à le maintenir stable, passant à côté de la silhouette dans un flou de mouvement. Je regardais dans le rétroviseur. La femme, ou ce que c'était que cette chose, se tenait au milieu de la route, regardant dans ma direction. Même à cette distance, même dans l'obscurité, je pouvais sentir ses yeux sur moi. Puis, en un clin d'œil, elle disparut. Elle ne se déplaça pas hors de ma vue. Elle cessa simplement d'être là, comme si elle n'avait jamais existé. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre au-dessus du rugissement du moteur. Mes mains tremblaient sur le volant. Qu'est-ce que je venais de voir? Était-ce réel? Peut-être avais-je imaginé ce visage déformé? La panique et les histoires du gardien avaient-elles contaminé ma perception? Mais non, je l'avais vu clairement. Les dents, le sourire impossible, la vitesse antinaturelle. Je continuais à conduire, accélérant au-delà de la limite de vitesse sûre pour cette route mouillée. Je voulais juste sortir de là, arriver au motel, à la civilisation, à un endroit avec des lumières, des gens et de la normalité. Mais la route 23 semblait s'étendre à l'infini. J'avais passé un panneau indiquant que le prochain village était à 30 km. 30 km qui, à ma vitesse actuelle, prendrait peut-être 20 minutes. 20 minutes qui semblaient une éternité. La radio s'est rallumée sans que je l'aie allumée. La statique a rempli la cabine, plus forte qu'avant. Et en dessous, ces voix, multiples maintenant, chuchotant en chœur. Et bien que je ne puisse pas comprendre les mots, le ton était clair. Ils se moquaient, m'appelaient, m'invitaient à les rejoindre. J'ai essayé d'éteindre la radio, mais le bouton ne répondait pas. Même débrancher le câble n'a rien fait. Les voix continuaient, devenant de plus en plus fortes, se mêlant à des rires qui racaillaient mes nerfs comme des ongles sur un tableau noir. Puis j'ai vu plus de lumière, mais celles-ci n'étaient pas derrière moi. Elles étaient sur les côtés de la route, entre les arbres. Des dizaines d'entre elles, peut-être des centaines, de petites lumières clignotantes comme des lanternes ou des bougies. Elles se déplaçaient au rythme de mon camion, me suivant à travers la forêt. Certaines étaient au niveau du sol, d'autres flottaient à hauteur de tête ou plus haut, dans les branches des arbres. Et chaque fois que je concentrais mon attention sur l'une d'elles, elle semblait clignoter, comme si quelque chose derrière la lumière me regardait. Dans un moment de terrible clarté, je réalisais que ce n'étaient pas des lumières, ce étaient des yeux, des centaines de paires d'yeux brillants, m'observant depuis l'obscurité de la forêt. Le chemin a commencé à se courber plus prononcé. J'ai dû ralentir ou risquer de perdre le contrôle. Mais ralentir signifiait leur donner plus de temps pour... Quoi? Me rattraper? Sauter sur le camion? Je ne savais pas ce que ces choses voulaient, et je ne voulais pas le découvrir. Alors, dans le prochain virage, j'ai vu un groupe de silhouettes sur la route. Pas seulement une, mais 5 ou 6, toutes habillées de la même manière en haillons blancs, toutes avec ses cheveux noirs mouillés, toutes tournant la tête vers moi avec des mouvements synchronisés et étrangement mécaniques. Il n'y avait aucun moyen de les éviter toutes. Elles occupaient toute la largeur de la route. « Ne t'arrête pas », murmurai-je pour moi-même, me rappelant le conseil du responsable. « Peu importe quoi, ne t'arrête pas ». Je maintenais le pied sur l'accélérateur. Le camion rugissait en avant, directement vers les silhouettes. Je m'attendais à un impact, au horrible craquement de corps sous les roues, mais à la dernière seconde, les silhouettes se sont dispersées. Elles n'ont ni marché ni couru. Elles se sont simplement dissoutes dans des ombres, se dissipant comme de la fumée. Le camion a traversé l'espace où elles avaient été
sans toucher à rien. Mais ce n'était pas fini, car maintenant, quelque chose était sur le toit de mon camion. J'ai entendu des pas lourds, clairement audibles, au-dessus du rugissement du moteur et du tambourinement de la pluie. Quelque chose de grand marchait sur la cabine, juste au-dessus de ma tête. Puis j'ai entendu des griffures. Des griffes ou des ongles traînant sur le métal. Et alors un visage est apparu, suspendu la tête en bas depuis le haut, pressé contre mon pare-brise. C'était similaire à la femme que j'avais vue auparavant, mais pire, beaucoup pire. La peau était si pâle qu'elle en devenait grise, tendue sur des os qui saillissaient à des angles étranges. Les yeux étaient complètement noirs, sans blanc visible, et la bouche s'est ouverte, révélant cette même rangée impossible de dents aiguisées. Elle a crié, un son aigu, perçant qui a fait fissurer le pare-brise. J'ai dû me couvrir les oreilles, perdant presque le contrôle du camion dans le processus. La chose sur le toit a commencé à frapper le pare-brise, essayant de le briser. Les fissures s'étendaient à chaque impact. En quelques secondes, il se briserait complètement, et cette chose entrerait dans la cabine avec moi. Désespéré, je tournai brusquement le volant, puis revins en arrière, zigzagant sur la route. Le mouvement violent fit perdre son emprise à la créature. Je la vis glisser sur le pare-brise, tomber sur le capot, puis rouler vers la route. Je regardai dans le rétroviseur et la vis se relevait, indemne, se remettant au milieu de la route, me regardant m'éloigner. Les lumières dans la forêt avaient disparu. Les voix à la radio s'évanouirent en statique, puis en silence. Soudain, j'étais de nouveau seul. Juste moi, mon camion et la route sombre. Mais je tremblais encore si violemment que je pouvais à peine garder les mains sur le volant. Le pare-brise était fissuré mais encore intact, soutenu par la couche de sécurité. Mon cœur battait d'un rythme irrégulier. Je sentais que je pourrais vomir à tout moment. Je suis allé de l'avant. Que pouvais-je faire d'autre? La route a finalement quitté la forêt, s'ouvrant sur des champs dégagés. 10 minutes plus tard, j'ai vu les lumières d'un village au loin. Je n'avais jamais été aussi soulagé de voir la civilisation. Je suis entré dans le village, un petit endroit qui n'avait pas plus de 1000 habitants, mais qui avait des lampadaires, des maisons éclairées et des gens. Des gens réels, pas des choses avec des dents aiguisées et des mouvements impossibles. J'ai trouvé le motel, un bâtiment modeste avec un néon annonçant « Chambre disponible ». J'ai garé le camion, éteint le moteur, et je suis resté assis pendant de longues minutes, respirant profondément, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Mes mains tremblaient encore quand je suis finalement sorti de la cabine. Le propriétaire du motel, un homme âgé avec des moustaches grises, me regarda avec curiosité quand je suis entré. « Ça va, mon ami? On dirait que tu as vu un fantôme. » « Un peu, murmurai-je en payant pour une chambre. Tu viens de la route 23. J'acquiesçai. Son expression devint compréhensive. Dis-moi que tu ne t'es pas arrêté. Non, je ne me suis pas arrêté. Bien. Ceux qui s'arrêtent, eh bien, ils n'arrivent pas toujours. Il marqua une pause, puis ajouta. Tout le monde dans la région connaît les histoires. Ce tronçon de route est maudit depuis avant ma naissance. Mes grands-parents parlaient déjà de choses dans la forêt, des esprits malins qui rôdent dans la nuit. Certains disent que c'est une terre de sorcières, qu'il y a des siècles, il y avait un sabbat là-bas, et qu'ils ont fait des pactes avec des choses obscures. D'autres disent qu'il y a des portes vers d'autres mondes dans ces forêts. Personne ne sait avec certitude, mais tout le monde sait qu'il ne faut pas s'arrêter sur la 23 après la tombée de la nuit. Cette nuit-là, j'ai dormi avec toutes les lumières allumées. Ou plutôt, j'ai essayé de dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce visage pressé contre le pare-brise, ses yeux complètement noirs, ses dents. J'entendais les voix chuchoter à la radio, je voyais les lumières entre les arbres. Le lendemain matin, j'ai inspecté mon camion à la lumière du jour. Le pare-brise était fissuré, comme je m'en souvenais. Mais il y avait aussi des marques sur le toit, des rayures profondes dans le métal qui n'avaient définitivement pas été là auparavant. Des marques qui semblaient avoir été faites par des griffes. J'ai complété ma livraison à Las Vertientes, mais j'ai pris un itinéraire différent pour le retour. Un qui ajoutait 3 heures au voyage, mais qui me gardait sur des routes principales, bien éclairées, avec un trafic constant. Le temps supplémentaire ne me dérangeait pas. Le carburant supplémentaire ne me dérangeait pas. Depuis lors, j'ai complètement évité la route provinciale 23. J'ai raconté cette histoire à d'autres camionneurs, les avertissant de ce tronçon de route. Certains me croient, d'autres pensent que je suis fou, que j'ai tout imaginé, que c'était du stress ou de la fatigue ou une substance dans ma nourriture. Mais je sais ce que j'ai vu.
Et je sais que ces choses sont encore là dehors, dans cette forêt, attendant dans l'obscurité, attendant des voyageurs solitaires qui commettent l'erreur de s'arrêter, de sortir de leur véhicule, de céder à la curiosité ou à la peur. Parfois, j'entends encore ces voix dans ma tête, surtout lors de nuits sombres quand je suis seul sur la route. Et parfois, quand je regarde dans mes rétroviseurs sur une route éloignée, je vois des lumières qui me suivent. Des lumières qui restent à une distance constante, qui disparaissent quand je les regarde directement. Je ne sais pas ce que c'étaient ces choses sur la route 23, si c'était des fantômes, des démons ou quelque chose de complètement différent. Mais je sais qu'elles sont réelles et qu'elles sont là dehors, chassant dans l'obscurité. Et c'est pourquoi maintenant, chaque fois que je dois conduire la nuit, je garde mes portes verrouillées, mes fenêtres scellées, et je ne m'arrête pas. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, peu importe qui semble avoir besoin d'aide au bord de la route. Parce que je sais que ce qui semble humain dans l'obscurité, souvent ne l'est pas. Et c'est tout ce que Carlos voulait partager. Il m'a dit que depuis ce jour, il a enquêté davantage sur la route 23 et a trouvé des dizaines de rapports similaires d'autres conducteurs, certains datant de décennies. Si jamais vous avez conduit sur des routes rurales et avez eu l'impression que quelque chose vous observait depuis l'obscurité, partagez-le dans les commentaires. Il y a plus de mystères sur nos routes que nous ne l'imaginons. Conduisez prudemment et nous nous retrouvons dans la prochaine histoire.